bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle session sur la guerre informationnelle russe, un défi crucial pour la sécurité occidentale. J'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter Christine Dugouin-Clément. Vous êtes chercheur associé à la chaire Risque de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et Jean-Philippe Comègne, vous êtes Head of Sales chez Tixeo. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux. Alors, la guerre informationnelle russe, c'est évidemment pas un sujet nouveau. On en a déjà, je crois, discuté l'année dernière ici même au FIC. Mais c'est quand même un sujet qui a connu un regain d'intérêt, en tout cas, pour ce qu'on a on a l'habitude d'appeler l'Occident depuis quelques années, notamment depuis 2022, avec des campagnes qui ont pris une nouvelle ampleur et de nouvelles formes. Tant dans l'ampleur que les narratifs qui peuvent être diffusés ou les moyens d'action. Christine, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui à la lumière notamment de ce qui se passe sur le conflit russo-ukrainien? Qu'est-ce qu'on observe sur les campagnes informationnelles de la Russie et comment elles ont évolué? Est-ce qu'on peut parler d'évolution ou de rupture complète? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Déjà, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Pour moi, on ne parle pas d'une rupture complète, on va parler d'une évolution, en sachant qu'on a une première phase qui est avant l'invasion de 2022, qui démarre en 2014 avec la guerre du Donbass, où il y a eu déjà énormément d'opérations informationnelles mixtes, donc inspirées de ce qu'on appelait les mesures actives dans la période du KGB, donc qui ne vont pas toucher que la partie dématérialisée, mais qui vont un petit peu briser les lignes et qui vont parfois créer des événements dans le monde physique pour pouvoir les reprendre dans le monde dématérialisé à des fins de persuasion et de modification cognitive. Ça a été à tel point que l'OTAN parlait d'un laboratoire à ciel ouvert. Et c'est le grand moment où la terminologie de guerre hybride, même si elle continue de faire débat dans la communauté des chercheurs, a été reprise. C'était un terme qui était né sous la plume d'Hoffmann préalablement. Ce que l'on a pu voir en 2022, c'est une explosion de ce que l'on connaissait préalablement avec des choses intéressantes, notamment au début du conflit. On a pu observer que finalement les Occidentaux, au sens soutien de l'Ukraine, c'est-à-dire européens de manière assez massive, américains, canadiens, n'étaient pas la cible principale, en tout cas le plus gros effort informationnel russe, mais qu'il y en a beaucoup qui étaient tournés vers toute la zone MENA, donc Moyen-Orient et Afrique, avec par exemple une démultiplication de création de comptes et une diffusion massive de mèmes, donc les petites images avec la petite punchline en dessous, sur ces zones-là, qui s'adaptaient aux narratifs qui étaient connus pour bénéficier d'un effet d'ancrage dans ces zones-là. Donc en différentes langues, vous aviez aussi bien en tamoul que en anglais ou autre. Et si par exemple on allait en Inde, on vous rappelait le conflit du Cachemire. Si vous alliez dans le Moyen-Orient, on vous rappelait le double standard américain en faisant référence aux guerres que l'on a eues au Moyen-Orient. Sur le continent africain, on avait l'anticolonialisme, l'antimondialisme, etc. Et ce qui était intéressant, le but était d'arriver à avoir une diffusion large, de se saisir de sujets qui étaient déjà préexistants, donc avaient déjà une audience, dans le but de pouvoir les faire reprendre par des vraies personnes, des caisses de résonance utiles. On a eu des reprises par des prosoumas, par exemple, qui étaient des vraies personnes, donc d'avoir cette capacité de caisse de résonance. Ce que l'on a eu aussi, c'est une augmentation de cette modification, cette contraction du temps qui est permis par le numérique. C'est-à-dire que je peux créer quelque chose dans la banlieue de Saint-Pétersbourg à tout hasard et le diffuser dans la seconde à Sao Paulo, ou ailleurs. La géographie est de facto contractée aussi et on a de plus en plus de sauts de ligne, c'est-à-dire d'actions que l'on va légitimer dans le monde réel, c'est-à-dire on crée quelque chose, un narratif quel qu'il soit et on va créer une action ou s'appuyer sur une action ou l'inverse, donc montant ou descendant, avec deux temporalités, un travail assez long. J'ai parlé par exemple de narratifs qu'on va déployer ou qu'on va renforcer pendant parfois plusieurs années, et en étant à la fois très opportuniste, c'est-à-dire quand vous avez un événement précis, d'utiliser un petit peu comme les enfants du siècle dernier poussaient le cerceau, pousser un petit peu le truc pour avoir un effet bump sur ce principe-là. Et puis des petites nouveautés technologiques. La massification, Doppelganger par exemple, c'est plus de 50 sites. C'est l'utilisation de logiciels qui sont utilisés notamment dans le marketing. Doppelganger, c'était le cas dans les cookies, pour essayer de mesurer le flux, donc pour pouvoir mesurer l'effet, ce genre de choses que l'on aurait pu avoir. C'est vraiment une massification. Portal Combat, on est à plus de 190 sites qui se répandent. Est-ce qu'on peut attendre que ces tendances se poursuivent et se renforcent?
Très probablement. On a aussi autre chose, c'est que avec les développements de tout ce qui va être IA générative, on peut produire du contenu beaucoup plus rapidement et on peut aussi arriver à recréer des sites à base d'IA qui eux-mêmes vont retransporter. Donc en fait, on a encore une capacité avec un coût d'entrée qui s'est abaissé, puisque ces technologies sont devenues de plus en plus accessibles, et on a une capacité d'aller plus vite dans la création de contenu. Donc il y a des chances en tout cas que ça ne soit pas forcément freiné, avec un enjeu qui sera un risque d'auto-intoxication. Oui, tout à fait. Moi, si je me rappelle, si je regarde la base de données EUVS des infos, qui est faite par le service diplomatique extérieur, je crois, de l'Europe, il y a à peu près 16 000 cas répertoriés de désinformation, un peu plus, depuis 2015. Donc il y a une massification ces derniers temps, puisque les premières années, je crois, de 2015 à 2019, il devait y en avoir 6 000, et là, donc, il y a plus de 10 000 sur ces dernières années. C'est pour donner une idée de chiffres. Après, effectivement, comme vous le rappeliez, Viginum a publié un rapport sur Portal Combat et les 193 sites en février, le 12 février, je crois. Donc c'est un réseau de sites qui permet de propager ce narratif russe. Et puis dans l'exemple des deepfakes que vous citiez, on peut citer la vidéo de BFM, trafiquée de BFM TV sur la non-visite d'Emmanuel Macron par peur de tentative d'assassinat en Ukraine. Voilà, c'est le genre de cas qu'on a, quoi. Et avec les élections qui arrivent, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose en particulier? Est-ce qu'il faut s'attendre à des campagnes plus agressives, plus nombreuses peut-être? Bon, en tout cas, le contexte y prête, parce que les élections européennes, dans un contexte quand même de montée des extrêmes en Europe, qui sont très quand même compatibles avec le narratif russe, donc plus le rematch Biden-Trump sur le temps un peu plus long en 2024, il n'y a pas de raison que ça ne s'intensifie pas pour 3 mois pour l'Union européenne et pour les 8 à 9 mois pour l'élection américaine. Et au-delà de ces échéances politiques, qu'est-ce qu'on peut observer au quotidien, justement, sur le discours qui est diffusé par les réseaux d'influence russes notamment, mais contre ce qu'ils considèrent être l'idéologie occidentale qu'ils combattent? Moi, un des ouvrages récents que je trouve qui résume le mieux, c'est un chercheur de l'IFRI, Dimitri Minik, qui a publié sa thèse, finalement, qui est Pensée et culture stratégique russe, le contournement de la lutte armée. Fondamentalement, sur l'analyse de la culture stratégique russe, même depuis la fin de la guerre froide, où on pensait un rapprochement, on va dire, culturel et stratégique russe, dans l'État, il y a une matrice stratégique qui est quand même fortement opposée, avec un côté obsessionnel. Forteresse assiégée de tous, 5e colonne interne, USA omnipotent, omniscient, pratiquant le chaos contrôlé un peu partout dans le monde. Voilà, donc tous les narratifs, toutes les informations qu'ils peuvent utiliser pour, j'allais dire, aller dans le sens de ces obsessions-là sont utilisées. Et alors Christine, il y a aussi une région sur laquelle la Russie est de plus en plus influente, c'est l'Afrique, bien sûr, à travers à la fois une présence, en tout cas via l'outil militaire, quelles que soient les formes qu'il prend, mais aussi via l'outil informationnel. Concrètement, quelles formes prennent sur l'Afrique les campagnes informationnelles de la Russie? Quels sont les objectifs? Alors, ça rejoint un petit peu sur les narratifs, où on a des narratifs au long cours qui s'inscrivent dans ce qu'on avait pu voir sur le discours à Munich de 2007 du président Poutine, avec un Occident défaillant, etc., et avec 2 phases de bulles informationnelles fortes. Une première partie qu'on pourrait qualifier de un échange apathie politique contre amélioration de vie, et une deuxième avec ce renforcement de forteresse assiégée, qui est très pratique, parce que vous pouvez la réadapter pour tout, que ça soit pour l'OTAN, pour l'économique, etc. Donc vous pouvez avoir une déclinaison large. L'enjeu africain, il est multiple, et il s'est renforcé là aussi avec le début de la guerre en Ukraine, comprendre 2014. Suite aux premières sanctions qu'on a pu avoir, qui ont été induites par l'annexion de la Crimée. Donc il y a eu un renforcement et une réactivation de liens sur le continent africain, qui était déjà un objet de conflictualité en termes d'influence sur la période guerre froide Est-Ouest.
pour essayer de avoir une capacité de contourner les sanctions, pas uniquement, d'un point de vue aussi bien économique que idéologique. Et tout ça, ça s'est très fortement renforcé. Wagner, anciennement Feu Prigojine, la structure de Feu Prigojine a été largement déployée. Alors, Wagner, on pense toujours mercenariat. En réalité, c'était à peine 30% de la totalité de la structure de Prigojine. Et même dans Wagner, vous aviez 3 strates. Donc une première qui est celle qu'on connaît, de mercenariat. La deuxième qui est le volet informationnel. Prigojine, c'était les opérations LACTA, au tout début, c'était l'IRA, donc l'Internet Research Agency, etc. Et un autre qui est sur de l'architecture politique, avec des recrutements qui ont été faits depuis la Russie en bénéficiant de gens qui s'étaient retrouvés fort désœuvrés à la suite de la chute de l'URSS et qui, dans ces républiques devenues autonomes, n'avaient plus les emplois qu'ils avaient préalablement. Donc on a ces 3 volets-là. Ce que l'on a pu avoir, c'est de gagner en influence, notamment pour renforcer une capacité économique qui permet et qui participe à faire un contournement des sanctions financières. Donc vous allez pouvoir faire de la captation de ce qu'on appelle de la matière à forte valeur ajoutée, le pétrole, le gaz, l'or, les diamants, etc., qui vont vous permettre par des canaux différents de pouvoir venir renforcer l'économie russe. Quand vous faites ça, vous plantez aussi un caillou dans le jardin stratégique des autres, la France notamment, puisqu'on a des relations historiques soit parfois conflictuelles ou privilégiées en fonction avec l'Afrique de l'Ouest. Et ça a permis, comme on avait cette présence-là, d'appuyer sur nous qui étions présents et sur les nombreuses failles que l'on pouvait observer sur la politique qui avait été menée. Donc vous avez cette approche qui est double et ça permet aussi de faire ce qu'on appelle une démultiplication des crises, ou ce que en stratégie ou en tactique on appelle une montée de pression horizontale. C'est-à-dire que finalement on va vous forcer à ne pas vous concentrer que sur une seule crise, que ça soit d'un point de vue politique, économique, stratégique, etc., mais sur une démultiplication de ces crises-là. Le but étant d'arriver à figer la prise de décision. C'est beaucoup ce que vous aurez aussi en interne. Quand vous allez casser la confiance, quand vous allez agiter des minorités, c'est de ne pas arriver à avoir une masse critique dans votre population qui permette au pouvoir politique de faire une prise de décision qui soit sereine et qui puisse être pérenne. Et là, la démultiplication des crises, vous arrivez à peu près à la même chose. Et on voit que les campagnes russes sont particulièrement agressives dans les pays francophones. Quels sont les risques pour la France concrètement ? Alors, une cornerisation dans ces pays, et notamment sur le volet économique, puisque il y a le fait d'avoir des tensions avec les États. On a pu le voir avec le Mali, notamment. Plus récemment, on a d'autres États, Burkina, Niger, Guinée, qui ont été assez impactés. Donc il y a le volet, on va dire, diplomatique, et sur le volet industriel, ça peut rendre aussi la passation de contrats et de marchés beaucoup plus difficile pour les entreprises françaises quand vous avez une population qui commence à être fortement panafricaniste et contre un système français qui vous y associe. Je ne suis pas sûr que beaucoup, alors déjà sur des gros marchés d'État, ça risque d'être un petit peu compliqué, et même à plus petite échelle. Donc si vous voulez, vous avez là-dessus une perte d'influence, une perte de projection de pouvoir et des atteintes économiques dans un temps second. Mais tout ça a démarré, là encore, pas en février 2022. La poussée d'influence que l'on a pu voir en Afrique, elle se fait maintenant depuis plusieurs années avec un travail de long terme où on a travaillé à renforcer des narratifs notamment anticolonialisme, anti-français, panafricaniste, et à faire un ancrage. Et ensuite, ça vous permet de les réactiver quand le besoin s'en fait sentir. En temps voulu. Il y a un sujet qui est un tout petit peu annexe, en tout cas un petit peu, si on prend un pas de côté, mais il y a celui de l'espionnage. On a vu récemment, ça fait partie de toutes les tentatives, ambitions en tout cas de déstabilisation russe, le fameux cas d'espionnage, une conversation de l'armée allemande. Jean-Philippe, est-ce qu'aujourd'hui on a des outils quand même pour se prémunir, en tout cas essayer de limiter les risques et les dommages de ce type de tentative de désensibilisation ? Oui, vous faites référence à l'espionnage des généraux ou des officiers supérieurs de l'armée allemande via une conférence faite sur un outil. Oui, alors de toute façon, la technologie seule résout jamais 100% du problème. Si je me rappelle, le dernier rapport annuel du renseignement militaire allemand
indiquait que l'usage irréfléchi d'outils de communication pouvait faciliter l'interception par des services étrangers. Là, leur cas est un cas d'école. Un officier supérieur s'est connecté par téléphone, donc pas chiffré, parce que le téléphone c'est en clair, à la conférence, et les Russes ont intercepté la communication. Donc pour sécuriser, il n'y a pas beaucoup de secrets. Il y a le volet solution. Plus on maîtrise une solution, plus elle est de confiance, certifiée, chiffrée de bout en bout, mieux c'est, puis on en a la maîtrise. Et après, il y a la conclusion du rapport allemand était sans appel. Il y a le volet prévention, sensibilisation et respect des procédures. À la fin, ça reste le pilier humain. On peut avoir une solution bien sécurisée, mais si à la fin, quelqu'un sort son téléphone pour passer un appel pour rejoindre une conférence, la solution seule ne permettra rien. C'est la conclusion à laquelle on arrive souvent en cybersécurité. L'humain reste finalement le dernier rempart. Merci beaucoup. On sait que c'est aussi beaucoup le cas sur tous les enjeux d'information. C'est le rapport qu'on a à l'information qui est aussi important de sensibiliser et de progresser aussi dans ce domaine-là, même si quand on a affaire en face à une vraie stratégie structurée, organisée et équipée, évidemment, la sensibilisation ne suffit pas toujours. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Et à bientôt.